Presse In. Les décryptages de l'actualité vus par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Presse In, une émission d'analyse. Je suis accompagné comme d'habitude, mais aujourd'hui, il y a une surprise. Il n'y a pas Jonathan Makila, il y a Kandi Mbongumata qui est avec nous aujourd'hui dans cette émission d'analyse. Kandi Mbongumata, bonjour et bienvenue. Bonjour, José Katika. Vous allez bien? Bien, merci. Mais aujourd'hui, je vois que ça marche, hein, ça va en tout cas. Qu'est-ce qui marche? Je me sens honoré de vous voir sur ce plateau avec vous. Merci beaucoup. Bonjour à Gilbert Ngonga. Bonjour Kandi Kisalo Mugomata, bonjour à Josué Katika, mais aussi à tous les auditeurs de iWeb Radio, mais aussi à nos internautes qui nous suivent de partout tous les jours que nous tournons. Nous avons des retours en tout cas positifs. Okay. Nous sommes heureux de savoir que plus d'une personne nous suivent tous les jours à travers nos différentes émissions, nos différents programmes. Alors c'est un grand honneur. Merci beaucoup. Très bien. Aujourd'hui, sûrement, vous attendez, je sais que les auditeurs de iWeb attendent qu'on parle des élections, la sécurité, l'économie, tout ça. Mais aujourd'hui, l'émission est tellement spéciale et spécifique. Okay. Une seule question a été choisie pour, bien sûr, cette émission Presse In. Qui sont les candidats de la présidentielle 2023? Okay. Je pense que dans cette émission, nous allons vous donner d'abord l'occasion de découvrir les potentiels candidats pour les élections en 2023, bien sûr, et les élections de la présidentielle en 2023. Vous allez découvrir en même temps comment le statut de ces candidats. Je commencerai avec Kandi Mbongumata pour nous décrire comme ça Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République actuelle. Alors évidemment, on va lire pour se rassurer qu'on a tout dit. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est né le 13 juin 1963 à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, et c'est un homme d'État kino-congolais, président de la République depuis le 25 janvier 2019 jusqu'à ce jour. C'est le fils de l'ancien Premier ministre Étienne Tshisekedi. Il est élu président de la République démocratique du Congo lors de l'élection présidentielle de décembre 2018. Bien que controversé du fait d'allégations de fraude électorale, il s'agit de la première alternance politique pacifique depuis l'indépendance du pays. Tshisekedi préside l'Union africaine de février 2021 à février 2022. Encore, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est le fils d'Étienne Tshisekedi, d'abord proche de Mobutu, puis l'un des principaux opposants au régime de Mobutu, puis de Kabila père et fils. On rappelle une fois de plus qu'il est né le 13 juin 1963 à Léopoldville. Félix Tshisekedi est le troisième enfant des 5 de la famille Tshisekedi. Il a effectué ses études secondaires à Kinshasa. Au début des années 80, Étienne Tshisekedi est exilé par Mobutu dans le Kasaï avec sa famille, puis part en Belgique. Et Félix est marqué par ses exils. Il rejoint les rangs de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti dirigé par son père, puis en devient l'un des cadres. Fin 2008, il est nommé secrétaire national de l'UDPS, chargé de l'extérieur. En novembre 2011, il est élu député à Mbujimaï. Il refuse de siéger, suivant ainsi les consignes du chef de parti, son père, et est déchu de son mandat dès le 18 juin 2013. En octobre 2016, il est nommé secrétaire général adjoint de l'UDPS. Très voilà bien. Un peu... Kandi Mbongumata, je pense que vous avez présenté Félix Tshisekedi, Antoine, président actuel. Je rappelle encore que 24 candidatures ont été déposées, bien sûr, comme ça, à la CENI pour l'élection présidentielle le 20 décembre de cette année. Alors, Gilbert Ngonga, avant que je pose d'ailleurs une question à Madame Kandi Mbongumata, histoire de savoir par rapport au statut qu'a aujourd'hui Tshisekedi, peut-on dire qu'il assure encore pour sa réélection ou son deuxième mandat? Est-ce que vous avez un point de vue à émettre par rapport à ça? Ah, c'est d'abord Ngonga ou bien c'est je vais revenir à Ngonga. Okay. J'aimerais que vous... Bon,
C'est délicat. Hein. Tu es libre, hein? Ouais, vous êtes libre délicat. de... Après, j'ai la nette impression que l'actuel président Félix Tshisekedi se donne à fond. Très bien. Il a décidé de se donner à fond, mais en retard. Ok. Parce qu'il faut dire qu'il y a quelques réalisations qui, quand même, restent positives. Très bien. Par rapport à son mandat. Okay. Mais c'est des choses qu'on commence à voir dans les tout derniers moments. Okay. Je pense que cette énergie, cette détermination qu'on sent maintenant, ce combat, on devait le vivre depuis le début de son mandat. Parce que tout le monde avait les yeux portés son espoir sur lui. Okay. Même les personnes qui ne l'avaient pas voté comme moi. Moi, je n'avais voté personne. Okay. Mais je me disais que Félix Tshisekedi, au moins, c'est un digne fils du pays. On est sûr qu'il est à 100% congolais. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était... c'est pour la première fois de diriger un grand pays comme le Congo. Je ne crois pas que dans 3 ans, il peut carrément s'adapter, comme ça, changer les choses. S'il commence à montrer sa bonne volonté de bien gérer les choses, pourquoi pas lui renouveler comme ça la confiance pour la prochaine élection présidentielle. Je n'ai pas dit qu'on ne devrait pas renouveler la confiance. Je n'ai pas dit qu'on ne devrait pas voter pour lui prochainement. Je dis tout simplement que l'énergie, la détermination qu'on peut lire, qu'on peut voir sur lui maintenant avec toute son équipe. La détermination. On devait sentir cela dès le début de son mandat. Très bien. C'est vrai que c'était... Il a toujours milité, il a toujours lutté pour l'UDPS, pour prendre le pouvoir, mais on doit reconnaître qu'il n'était pas suffisamment préparé à la réalité. Ce que serait de réellement diriger tout un pays, il n'avait pas la maîtrise. On sait voir qu'il a appris sur le terrain. Très bien. C'est vrai, mais après, c'est quand même incroyable de voir tout ce qu'il peut faire maintenant. Je me dis, si c'était lancé ainsi dès le début de son mandat, aujourd'hui, ce serait 80% des Congolais qui parleraient positivement pour voir Félix Tshisekedi revenir. Nous allons prendre comme ça le deuxième candidat, Martin Fayulu Madidi, président de l'ESID, Jules Bengonga. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation sur la personne de Martin Fayulu, le candidat président? Martin Madidi Fayulu, né le 21 novembre 1956 à Kinshasa, est un homme politique de la République démocratique du Congo, candidat de la coalition Lamuka à l'élection présidentielle de 2018. Il est annoncé deuxième par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, conformément aux résultats provisoires contestés par ces derniers et préalablement rejetés par l'Union africaine, puis entérinés par la Cour constitutionnelle. Et puis, selon les documents de la CENI et de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SEMCO, Martin Fayulu sortirait vainqueur avec 62,11% du suffrage exprimé. Fayulu fréquente l'université Paris 12 où il obtient une maîtrise en économie générale, l'Institut supérieur de gestion de Paris ainsi que l'Europa University of Africa à San Francisco où il obtient une maîtrise en administration des affaires, carrière dans les affaires. Martin Fayulu rejoint le groupe pétrolier Mobile à Kinshasa en septembre 1984 et termine sa carrière dans le groupe en 2003 au poste de directeur général directeur général d'ExxonMobil Éthiopie, après avoir assumé diverses responsabilités au siège de Mobil à Fairfax, aux États-Unis, bien sûr, au siège de Mobil Afrique à Paris et dans d'autres affiliés ExxonMobil en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, Kenya, Nigeria et Mali. Alors, s'il faut parler de débit de Martin Fayulu en politique, on peut dire un certain mot. Disons que Martin Fayulu décide de s'engager en politique en début des années 1990. En 1990, il est président du Forum pour la démocratie et le développement, qui est alors membre de l'Union sacrée de l'opposition. En 1991, il participe à la conférence nationale souveraine, au sein de laquelle il est vice-président de la commission économie, industrie et PME.
En 1993, il est élu par ses pairs de la CNC comme membre du Haut Conseil de la République, Parlement de transition élu en 2006, à la fois député provincial de la ville de Kinshasa et député national. Il opte de siéger à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, laissant ainsi son mandat de député national à son suppléant. Wow, c'est très marquant. En mars 2009, il participe à la création du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement SID, parti duquel il est président. À l'élection législative de 2011, il est élu député national. Député justement national avec deux autres collègues du parti. Il démissionne en janvier 2017 pour protester contre le report des élections. Martin Fayoulou est également coordonnateur de la coalition Lamuka, plateforme politique qui regroupe une vingtaine de partis politiques, ainsi que Sauvons la République démocratique du Congo, un regroupement sociopolitique créé le 18 novembre 2023. Alors, 2013 plutôt, voilà, merci d'être présente. Parlons des élections présidentielles de 2018. Le 11 novembre 2018, Martin Fayoulou est désigné comme candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 par ses partenaires, membres de la coalition Lamuka, Réveille-toi en Lingala, en français, voilà. Après 3 jours de concertation à Genève, il s'engage alors, s'il est élu, à effectuer un mandat de transition de 2 ans. L'accord est cependant morné de sept signataires, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, s'en retirant quelques jours plus tard sous la pression de leurs bases respectives. Le 10 janvier 2019, je voulais dire, la CENI proclame les résultats provisoires des élections du 30 décembre 2018. Voilà, il y a eu près de 18 329 318 votants se sont exprimés lors de ces suffrages, soit 47% des 40 millions d'électeurs congolais susceptibles de voter, avec près de 7 millions de voix, soit 38,57% des votes valablement exprimés en sa faveur. Félix Tshisekedi devance Martin Fayoulou et c'est 6 366 732 voix. Emmanuel Ramazani Chadari, candidat du parti du président sortant, termine sur la 3e marche du podium avec 4 357 359 voix. Néanmoins, Fayoulou conteste les résultats et revendique 61% des voix, et les résultats sont mis en doute par la conférence épiscopale nationale du Congo et par le gouvernement français. Voilà, le 12 janvier, il dépose un recours à la Cour constitutionnelle. Le 15 janvier, des fuites de résultats obtenus par la Radio France Internationale, les Financiels, Thames, TV5 Monde, issus des résultats compilés par la CENI et par la SEMCO, montreraient, je ne confirme pas, une victoire de Fayoulou. Fayoulou obtiendrait entre 62,8 et 73,61%. Chadari entre 7,90 et 17,99%. Et Tshisekedi entre 15 et 17% de suffrages exprimés. Dans la nuit du 19 au 20 janvier 2019, Félix Tshisekedi est proclamé président élu de la République démocratique du Congo par la Cour constitutionnelle. Fayoulou s'autoproclame président élu et appelle la communauté internationale à ne pas reconnaître cette décision en vain. Élu député, voilà, dynamique de l'opposition de Kinshasa, Lukunga, fin 2018, il renonce à son mandat le 7 mars 2019. Voilà ce que l'on peut dire de Martin Fayoulou. Ah, un parcours colossal pour M. Martin Fayoulou. Colossal. Un parcours colossal pour M. Martin Fayoulou. Gilbert Ngonga. Et précis. Est-ce que le Congo mérite mieux? Est-ce que le Congo mérite ce genre de parcours, enfin, pour son émergence? C'est un parcours élogié. C'est le moins que l'on puisse dire de Martin Fayoulou seulement. Martin Fayoulou n'est pas constat parce qu'il était le premier
a demandé la récomposition du bureau de la CNI, la récomposition de l'architecture de la Cour constitutionnelle. Il a obligé, n'est-ce pas, l'audit du fichier électoral par un organisme neutre pour qu'il puisse prendre part aux élections. Curieusement, à la grande surprise de tout le monde, on voit c'est Martin Fayulu qui hier contestait les processus électoraux devant les sièges de la CENI pour postuler à l'élection présidentielle. Et ça ne nous étonne pas assez parce que c'est le même Martin Fayulu qui, en 2018, avait demandé à sa base, n'est-ce pas, de ne pas aller aux urnes avec la machine à voter. Et le jour J, pas le jour J, le même jour des élections, on a vu Martin Fayulu voter avec la machine à voter qu'il avait contestée hier. Donc, Martin Fayulu est caractérisé par ce comportement versatile, voilà. Mais vous ne voyez pas que si Martin Fayulu reste dans sa zone de confort, en étant radical, cela empêcherait même Martin Fayulu d'imposer une fois de plus une certaine notoriété dans notre pays? Non, mais la constance plutôt politique peut aider Martin Fayulu à s'imposer sur la scène politique de la République démocratique du Congo. On a vu Etienne Tshisekedi qui était très constant, il était droit dans ses bottes, il était opiniâtre et il a fait le nom. Il serait parmi les héros de ce pays dans les années qui suivent. Très bien, nous allons prendre le troisième candidat. Maintenant, nous allons prendre Moïse Katumbi avec Kandi Mbungumata. Okay. Vous aurez toutes les explications, le détail. Chez Kandi Mbungumata. Kandi Mbungumata, faites-nous une brève présentation de Moïse Katumbi. Brève. Oui. Je vais faire de mon mieux. Moïse Katumbi Chapwe est né le 28 décembre 1964 à Kashobwe, dans le Haut-Katanga. C'est un homme d'affaires, un homme politique et dirigeant sportif de la République démocratique du Congo. Il est président du parti Ensemble pour la République. Il est gouverneur de la province... Bon, je crois que là, on est maintenant en train de détailler ce qu'il a été. Okay. Alors, il a été gouverneur de la province du Katanga de février 2007 à septembre 2015, date à laquelle il démissionne du gouvernorat et du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Depuis 1997, il est le président du tout-puissant Mazembe, club de football congolais, sacré 5 fois champion d'Afrique et finaliste de la Coupe du monde des clubs en 2010. En 2015, Moïse Katumbi est décrit comme le deuxième homme le plus puissant en RDC après l'ex-président Joseph Kabila par l'hebdomadaire anglais de Economist et nommé personnalité de l'année 2015 selon un sondage mené par le magazine Jeune Afrique auprès de ses lecteurs. Moïse Katumbi fait partie de la coalition de l'opposition, le Rassemblement. Il est désigné candidat à la présidence par les opposants du G7, une coalition de 7 partis de l'opposition politique congolaise en mars 2016, et par les opposants d'Alternance pour la République en mai 2016. En octobre 2016, un sondage mené par l'Institut Bercy et le groupe d'études sur le Congo, GEC, place Moïse Katumbi à la première place des intentions de vote pour cette élection présidentielle. L'élection présidentielle est repoussée, permettant à Kabila de se maintenir au pouvoir et provoquant une crise politique majeure dans le pays. Moïse Katumbi s'exile alors en Europe après avoir été condamné en République démocratique du Congo, ce qu'il a dénoncé comme étant un harcèlement judiciaire du régime de Joseph Kabila pour l'empêcher d'être candidat. Le 20 mai 2019, il effectue son retour en République démocratique du Congo après 3 ans d'absence. Voilà ce qu'on peut... Moïse Katumbi, président de Mazembe, une équipe compétitive africaine, mais congolaise en même temps. On se demande, il est un bon président d'un grand club du Congo. Est-ce que Moïse Katumbi mérite au moins de diriger ces pays, parce qu'il en a déjà dirigé un grand club, il faut qu'on se le dise. Mazembe, aujourd'hui, Moïse Katumbi, candidat de la rupture. Quelle est votre analyse, Kandi Mbungumata? Bon. Selon lui, candidat de la rupture. Alors, Moïse Katumbi, déjà, il faut reconnaître que c'est quelqu'un de très intelligent et de très travailleur. Très bien. S'il faut qu'on prenne d'abord le côté positif, le bilan positif, quand il a été gouverneur du Katanga, il y a beaucoup de personnes qui en parlaient en bien de lui. Je n'ai pas pris d'ailleurs ces détails. À l'époque où il était gouverneur du Katanga, le tout dernier employé avait un salaire minimum de $100, chose que l'on ne peut pas, on n'a pas vu à Kinshasa.
Je ne sais pas pour d'autres provinces, pour d'autres coins, d'autres villes, mais en tout cas, à Kinshasa, on n'a pas vécu ça. Le tout dernier, donc le salarié de l'échelle, du bas de l'échelle, devrait recevoir 100 $. Ça veut dire que quand c'est un portier, quand c'est un huissier, quand c'est une technicienne ou un technicien de surface, le salaire minimum que celui-là va recevoir, c'est 100 $. Moïse Katumbi a milité tout le temps où il était gouverneur au Katanga pour un équilibre, pour donner accessibilité au social. Dans la vie sociale était stable. Stable, voilà, quand Katumbi était gouverneur. Mais de l'autre côté, il faut reconnaître que beaucoup de gens ont accusé Katumbi de renfermer toutes les opportunités de business vers lui. Okay. Il était à la tête de plusieurs entreprises, plusieurs sociétés qui travaillaient pour le compte de l'État. Il a centralisé les entreprises. Il a tout centralisé pour son compte. Il a vraiment verrouillé le marché du business. Et on l'a accusé d'avoir extrêmement volé dans la province du Katanga. J'ai eu l'opportunité de faire le Katanga un moment, de me retrouver... dans la route qui sépare le Lubumbashi de Kasumbalesa. On pouvait voir des grands cars qui passaient avec des tonnes de choses dedans que les Katangais eux-mêmes appelaient des minéraux. Très bien. Et on dit que ça, c'était la société de Moïse Katumbi qui avait vraiment... Ça, c'est un fait réel. C'est un fait réel, qui a puisé ce qu'il a donné aux Katangais était de loin inférieur à ce qu'il leur a pris. OK. Donc, c'est très partagé. Et d'un côté, on ne sait plus trop si Moïse Katumbi est qui exactement. Il a tellement de nationalités qu'on lui attribue qu'on ne sait pas dire qui il est. Est-ce que ce n'est pas la diabolisation de ce détracteur ou c'est justement ce qu'il est? Il a une nationalité étrangère que celle de la République démocratique. Il faut reconnaître qu'il a une partie qui n'est pas... Il est pas 100% africain, c'est clair. On sait le voir, il est métissé. Donc, il a un côté blanc et un côté noir. Très bien. Or, je crois qu'on est en train de militer pour de père et de mère. Pensez-vous que c'est un danger sociologique en ayant des nationalités en quelque sorte, parce qu'il peut être penché sur les intérêts de son autre nationalité. Très bien. Je pense vraiment... bon, après, c'est très compliqué. Quelqu'un peut être 100% congolais, mais vraiment détruire ce pays à fond. Okay. On va prendre l'exemple de ceux qui ont travaillé pour le projet, par exemple, Chile Gelou. Okay. Je me réserve de qualifier, mais c'est vraiment du raté. Et c'est ceux-là qui sont 100% congolais qui ont travaillé à l'encontre pour détruire ce pays. Donc, nous allons prendre... c'est moitié-moitié. Hein. Très bien. Je ne sais pas s'il faut dire vraiment qu'il est pleinement président. Nous allons prendre le 5e candidat, Délice Sanga. Le 5e, le 4e? Le 4e, je crois. Le 4e. Denis Mukwege. Oui. Mukwege, excusez-moi. Nous allons prendre Mukwege. Ouais. Denis Mukwege. On va dire quelques mots sur Denis Mukwege. Très bien. Mukwege est né le 1er mars 1955 à Bukavu, alors Congo-Belge, est un gynécologue et militant de droits de l'homme kino-congolais, ainsi qu'un pasteur chrétien évangélique pentecôtiste, surnommé l'homme qui répare les femmes. Il a reçu de nombreuses distinctions pour son engagement contre les mutilations génitales pratiquées sur les femmes en République démocratique du Congo, dont le prix Sakharov en 2014 et le prix Nobel de la paix en 2018. Que dire de plus du docteur Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes. Je parlerai de ses origines et études. Fils d'un pasteur pentecôtiste, Denis Mukwege effectue ses études primaires à l'Athénée royal de Bukavu, puis poursuit ses études secondaires à l'Institut Bwandi de Bukavu dans la province du Sud Kivu en RDC, où il obtient un diplôme en biochimie en 1974. Après 2 années passées à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa, UNIKIN, voilà, il trouve sa voie en s'inscrivant en 1976 à la faculté de médecine du Burundi. Son diplôme de médecin obtenu en 1983, il fait ses premiers pas professionnels à l'hôpital de Lemera, situé au sud de Bukavu. En 1984, il obtient une bourse de la Schwendige
Pentecôtiste Mission poursuivre une spécialisation en gynécologie à l'université d'Angers en France. Il fonde avec un Angevin l'association France Kivu pour aider sa région d'origine. Le 24 septembre 2015, il devient docteur en sciences médicales à l'Université libre de Bruxelles après avoir soutenu une thèse intitulée « Étiologie, classification et traitement des fistules traumatiques urogénitales et génito-digestives basse dans l'Est de la RDC. De la République démocratique du Congo. Je parlerai maintenant de la carrière et engagement de Denis Mukwege, le docteur Denis Mukwege. Très bien. Dans son bureau de l'hôpital, voilà, je voulais dire, en 1989, il choisit de retourner au Congo pour s'occuper de l'hôpital de l'Emera, dont il devint médecin directeur en 1996 lors de la première guerre du Congo. Son hôpital est brutalement détruit lors de l'attaque de l'Emera. Mukwege échappe à la mort alors que plusieurs malades et infirmiers sont assassinés. Il se réfugie à Nairobi, puis il décide de retourner au Congo avec l'aide du PMU. Voilà. Association caritative et suédoise. Justement, il y fonde l'hôpital de Pandi à Bukavu. Il se voit alors confronté aux mutilations génitales pratiquées sur les femmes. Profondément marqué par ces violences, il décide de faire connaître au monde la barbarie dont sont victimes les femmes à l'est de la République démocratique du Congo et d'agir pour leur venir en aide. Dans une région où les viols collectifs est utilisé comme arme de guerre, il se spécialise dans la prise en charge des femmes victimes de ces agressions sexuelles et leur apporte une aide médicale, mais aussi psychique, économique et juridique. Je suis presque à la fin. Il est reconnu comme l'un des spécialistes mondiaux du traitement des fistules. Il reçoit à ce titre, entre autres, des distinctions universitaires en 2010. Le 25 octobre 2012, il est victime d'une agression en plein centre de Bukavu. Le gardien de sa maison est abattu après l'avoir alerté d'un danger. Sa voiture est incendiée et Mukwege est ligoté. Mais grâce à l'intervention de riverains qui se portent à son secours, il en sort sain et sauf. Il se réfugie, voilà, alors quelques mois en Belgique avant de se repartir travailler au Congo-Kinshasa. En 2018, Denis Mukwege reçoit le prix Nobel de la paix avec Nadia Mourad pour leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'arme de guerre. En 2020, Félix Tshisekedi est préoccupé par la sécurité du prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Au cours du Conseil des ministres, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'assurer sa sécurité et d'ouvrir une enquête sur les menaces de mort à l'encontre du docteur qui répare les femmes. Selon le président Félix Tshisekedi, intimidation, correspondance haineuse et menaces de mort sont le lot quotidien du réparateur des femmes violentées. La dernière page, Denis Mukwege vit sous surveillance à l'intérieur de son hôpital, ayant été victime de plusieurs tentatives de meurtre. En octobre 2023, Denis Mukwege annonce sa candidature à la présidentielle de décembre 2023. Demain sera tard, j'y vais maintenant, a-t-il annoncé à ses sympathisants un peu plus de 2 mois avant le scrutin. Voilà, en plus de son activité médicale, il officie comme pasteur, voilà, chrétien évangélique du courant pentecôtiste dans une église de Bukavu. Voilà ce que l'on peut dire de Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes. Mukwege, candidat de la réparation. En tout cas, Mukwege incarne tout. Hein. La spiritualité en étant pasteur, la science en étant docteur, la politique en étant candidat président.
Oui, mais c'est incroyable. Vous voyez, aujourd'hui, on parle éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Réparer une femme, c'est réparer une nation. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Il y a une différence entre le traitement qu'on donne à la femme et celui qu'on peut donner à un pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo. Mukwege, en fait, n'a pas un grand ancrage, n'est-ce pas, sociologique ici à Kinshasa, tout comme dans d'autres provinces. Très bien. Il est plus connu dans les grands Kivu. Quand je parle des grands Kivu, je vois le nord et le sud Kivu. Un peu plus large dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est plus remarqué pour le travail qu'il fait et réparer les femmes. Ce n'est pas les termes appropriés, c'est une façon de parler. Un travail qu'on respecte. C'est un soigneur, il soigne les femmes qui sont violentées, qui sont violées dans l'est du pays avec l'agression rwandaise. Donc, Mukwege inspire une sympathie de la population congolaise à cause du travail qu'il a-bas tous les jours. Donc, il est fort aussi dans des lobbying, il faut le dire. Il est fort dans les lobbying. D'ailleurs, Mukwege serait parmi les 3 favoris aux élections présidentielles. Il s'agirait de Félix Tshisekedi, Denis Mukwege et Moïse Katumbi. Les 3, en tout cas, sont favoris pour s'asseoir sur les fauteuils présidentiels. Voilà le peu qu'on mais peut dire en vous suivant, vous avez lu quelque part là que Félix Tshisekedi, le président bien sûr de la République actuelle, a tout fait pour la sécurité comme Denis ça. Mukwege, oui. Denis Mukwege, mais aujourd'hui on voit une guerre politique comme ça qui se déclare déjà entre ces deux personnalités. Voilà. C'est par rapport à quoi, malgré... Non, c'est par rapport aux ambitions présidentielles de Denis Mukwege. Il a nourri depuis plusieurs années ses ambitions présidentielles, si bien qu'il nous a fait croire que c'est sur demande ou c'est à la demande de la population qu'il postule à l'élection présidentielle. Tout a été calculé d'avance et il avait déjà ses sentiments de s'asseoir sur les fauteuils présidentiels pour diriger la République démocratique du Congo. Donc hier, ils étaient des amis, aujourd'hui ils sont ennemis. C'est pour dire qu'en politique, on peut être ami aujourd'hui, demain on devient adversaire pour ne pas dire ennemi et vice-versa. Donc tout bascule en politique. Prenons donc le 5e candidat, Deli Sesanga, avec Kandi Mbongo Mata. Alors, Deli Sesanga Ipungu Djaka 5 Kapitou, né le 26 juin 1970 à Kolwezi, en République démocratique du Congo. Il est avocat au barreau de Paris et de Kinshasa-Gombe. Il est député national depuis 2006, élu du territoire de Luiza, dans la province du Kasaï central, président national du parti de l'envol, la RDC, élu député provincial du Kasaï central en 2018 dans le village de Kananga. En août 2019, Sesanga dépose en compagnie de 2 députés de son parti Envol, Jean-Marc Mambidi, le secrétaire général, et Simon Moulumba, secrétaire général adjoint, un projet de pétition de révision de la Constitution rédigé par le bureau politique élargi de son parti Envol lors de sa session du 13 au 15 juillet 2019. En décembre 2022, Sesanga et l'Envol critiquent vertement le président Tshisekedi et l'Union sacrée qu'ils accusent de régression de la démocratie. En janvier 2023, Deli Sesanga annonce sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour 2023. Deli Sesanga a clairement dit lors de sa candidature, bien sûr, que le pouvoir en place, ou comme ça, Tshisekedi n'a pas besoin d'une unité comme ça de l'opposition pour gagner finalement les élections. Deli Sesanga dit que Tshisekedi a carrément échoué. Est-ce que vous pensez qu'il peut être l'homme qu'il faut pour succéder Félix Tshisekedi? Bon. Et je dois déjà au départ reconnaître que Deli Sesanga est très intelligent. Très intelligent. J'ai suivi plusieurs analyses qu'il a eu à faire. Très bien. Je l'ai trouvé très intelligent et très pertinent sur beaucoup de sujets qu'il a eu à développer. Mais je me rappelle qu'à un moment donné, en ce qui concerne la députation, il était parmi ceux, je crois même qu'il en est le propriétaire de celui qui a proposé qu'un député ne devrait pas avoir pour suppléant un membre de sa famille. Oui, exactement, oui. Mais on va remarquer qu'actuellement, le suppléant de Deli... Il n'a pas respecté en fait sa proposition de loi. Voilà. Donc, au début, il s'était annoncé, il s'est annoncé comme candidat à la présidentielle. Ça veut dire qu'automatiquement... C'est lorsqu'il était dans G7, hein? Voilà. Après, maintenant, là, il s'est annoncé comme étant candidat à la présidentielle. Donc, s'il va à la présidentielle, automatiquement, la députation tombe. OK. Mais à un moment donné, on se rend compte que c'est sa sœur qui est suppléante.
Lili Sesanga, si je ne me trompe pas. Donc vouloir quelque chose son contraire. Bon, ça veut tout simplement dire, selon mon explication, ça veut dire que Deli Sesanga se dit, ok, je vais à la candidature à la présidentielle, mais si jamais je ne me retrouvais ni président, ni ministre, ni placé, ou que ce soit, au moins j'ai ma sœur qui est ma suppléante en tant que députée. Dans un sens, ça me laisse une opportunité de me retrouver dans le mouvement. Très bien. Alors ça, c'est un élément qui fait tiquer. On se dit, est-ce que cette personne qui va se présenter à la candidature pour être président de la République porte les intérêts pour la nation ou pour lui-même? Ça, c'est une grande question. C'est la seule chose que je peux dire sur Deli Sesanga. Très bien. Mais ça reste quelqu'un de Nous très allons intelligent. prendre la congolité, l'homme qui parle de père et de mère, Noël Tiani, avec Gilbert Ngonga, le détail. Voilà, quelques mots sur Noël Tiani. Mouadia Vita, né le 25 décembre 1957 à Nganda Djika, dans l'ancienne province Kasaï orientale, actuellement Lomami, est un homme politique de la République démocratique du Congo. Il est candidat aux élections présidentielles de 2018 et de 2023. Il a servi à la Banque mondiale en tant que directeur pays et chef de mission pour le développement du secteur privé et financier. En mai 2021, il propose une loi visant à exclure de l'élection présidentielle les personnes de double nationalité. La proposition vise aussi les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre et les généraux. Sa proposition est présentée à l'Assemblée nationale par les députés Servo Singhi Pouloulou de l'Union sacrée qui soutient le président Félix Antoine Tshisekedi. Selon les proches de l'homme politique Moïse Katumbi et plusieurs observateurs, Katumbi est une des cibles de ces projets pour entraver sa candidature à l'élection présidentielle prévue pour décembre 2023. Les proches de Tshisekedi, quant à eux, ni que le président soit à l'origine du dépôt de cette proposition de loi. La proposition de loi est critiquée par de nombreuses personnes et organisations. La Conférence épiscopale nationale du Congo, Fredolin Ambongo, Jean-Claude Mouyambo et bien d'autres personnes qui considèrent qu'elle constitue une discrimination raciale. En octobre 2023, Tiani dépose sa candidature, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle de décembre 2023. Voilà. L'homme de la congolité, l'homme de père et de mère, Noël Tiani, aujourd'hui, s'il devient président de la République, est-ce qu'il va continuer avec sa proposition comme ça de loi, de père et de mère, bien sûr, que certains qualifient d'une proposition de loi discriminatoire, parce que nous avons des Congolais qui ne sont pas de père et de mère, mais qui sont quand même Congolais. Et justement, dès qu'il est au pouvoir, il sera sûrement le président de tous les Congolais. Est-ce qu'il mérite, Noël Tiani? Écoutez, on ne doit pas tout peindre en noir, parce que je dois souffler le chaud et le froid. Vous savez, aujourd'hui, si notre armée serait faible, incapable de combattre les ennemis, c'est parce que c'est une armée des brassages et des mixages, une armée dans laquelle on retrouve des anciens rebelles. Et heureusement, le Parlement congolais avait interdit au gouvernement de ne pas prendre les anciens rebelles et de les mettre dans l'armée. C'est une bonne nouvelle en tout cas que le Parlement nous annonce. Et aujourd'hui, si notre pays ne décolle pas, n'évolue pas, c'est justement parce que nous avons par le passé des étrangers à la tête de ces pays qui travaillaient pour le compte de leur pays d'origine. Il y avait même des Rwandais à la tête de l'armée. Vous imaginez comment on a un Rwandais à la tête de notre armée et on veut espérer à imposer la paix dans la partie est du pays. Donc d'un côté, je donne raison à Noël Tiani d'avoir initié cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Fort malheureusement, elle n'a pas été programmée ni alignée dans la session de mars passé, moins encore dans cette session de septembre 2023 qui s'achève très bientôt parce que c'est une période électorale. Alors de l'autre côté, je me dis c'est une loi discriminatoire pour la simple raison qu'il y a des Congolais, il y a des non-Congolais qui travaillent pour les intérêts du peuple congolais et les Congolais de sang, d'origine, des pères et des mères qui pillent les richesses
richesses de ce pays, alors que les étrangers sont là pour militer pour le droit de l'homme et pour préserver les intérêts de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, s'il est élu président de la République, je pense qu'il va faire passer sa loi, sa proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale, et ça sera une loi un peu discriminatoire. Donc il va être rassembleur et non séparer le genre. Très bien. Prenons comme ça le président de parti Nouvel Élan, Adolphe Muzito. Le détail avec Kandi Mbongomata. J'aime bien prononcer ces noms, Mbongomata. Les noms les plus kilométriques. Voilà, on va parler d'Adolphe Muzito. Adolphe Muzito Fumuchi est né en... Fumuchi. Ok. C'est ce qu'on a écrit, Fumuchi. Okay. Il est né en 1957 à Gungu, province de Kwilu, et c'est un homme d'État congolais, membre du parti lumumbiste unifié, PALU, et Premier ministre de la République démocratique du Congo du 10 octobre 2008 au 6 mars 2012. Il est député national pour Kikwit à la suite des élections législatives de 2011. Du 6 février 2007 jusqu'à sa nomination au poste de chef du gouvernement, il est ministre du budget dans le gouvernement d'Antoine Gizenga. Adolphe Muzito est le numéro 2 du PALU et à ce titre, il collabore avec Antoine Gizenga au sein du parti. Adolphe est inspecteur des finances pendant plusieurs années. Il est licencié en sciences économiques de l'université de Kinshasa. Il conduit la délégation du PALU au dialogue intercongolais à Pretoria, en Afrique du Sud. Durant la transition, il siège à l'Assemblée nationale pour le compte du même parti. Le 10 octobre 2008, il est nommé Premier ministre par le président Joseph Kabila, à la suite de la démission d'Antoine Gizenga et son gouvernement nommé le 26 octobre 2008. Le gouvernement d'Adolphe Muzito démissionne le 6 mars 2012 et le vice-premier ministre, Louis Koya-Gialo, assure l'intérim de la primature. Adolphe Muzito est marié à Chantal Ngalula, avec qui il a 6 enfants. Il vit sous surveillance à l'intérieur de son hôpital, ayant été victime de plusieurs tentatives. Non, je crois que là, on a mélangé. Il faut voir la numérotation. Voilà, ok, on va continuer là. Je crois que c'est... Voilà, le 24 août... la CENI invalide sa candidature à la présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo pour conflit d'intérêts avec son parti. Il rejoint la coalition Lamuka qui soutient la candidature de Martin Fayulu. Fayulu arrive second derrière Félix Tshisekedi. À la suite des élections de 2018, Adolphe Muzito crée son parti politique dénommé Nouvel Élan. En juillet 2022, Muzito annonce son intention de candidater à l'élection présidentielle prévue pour 2023, peu après l'annonce de la candidature de Fayulu. Voilà. Adolphe Muzito, l'homme qui maîtrise un peu la gestion de l'État, il a été pour la première fois ministre dans ce pays. Est-ce que, en étant déjà ancien ministre, ancien Premier ministre, est-ce que avoir Muzito au sommet de l'État peut être une garantie pour la République démocratique du Congo? Je dirais non. Okay. Pourquoi? Parce qu'après, on va faire un retour en arrière. Très bien. Lorsque Muzito était Premier ministre, okay. Qu'est-ce qu'il a fait de marquant? Très bien. Est-ce que ce n'était pas un yo-yo qui disait tout simplement oui? Est-ce qu'on a senti un impact positif de sa présence en tant que Premier ministre? Non. Très bien. Quand on suit son parcours... Attends, il a même été député à Kwilu, c'est ça? Oui. Je crois que j'ai lu ça quelque part, s'il était député. Il était invalidé à l'Assemblée nationale pour absentéisme. Voilà. Ça, c'est des éléments qui pour nous est une sonnette d'alarme. Ok. Ils sont nombreux qui le font. Nommés députés, nommés ministres, gouverneurs d'une province quelconque qui ne serait pas Kinshasa, et surtout quand ce sont les provinces qui sont peu développées, comme Kwilu, Kwango et tout. Ce sont des gens qui vivent ailleurs, ils vivent à Kin. Comment tu vas expliquer, comment tu vas gérer un territoire dans lequel tu ne te retrouves pas, tu ne vis pas, tu n'y es pas? Il est parti de là très jeune
pour venir étudier ici à Kinshasa et puis après exercer. Il n'est presque jamais revenu, sauf dans les moments où il fallait battre campagne pour être élu. Mais le moment où il fallait montrer à ces gens qu'ils avaient bien fait pour te voter, bah, tu n'es pas là. Au point qu'on te retire de là pour raison d'absentéisme. Cette personne-là, pour moi, n'est pas du tout fait pour être président. Très bien. Je pense que le Congo mérite mieux. Ce n'est pas ce qu'a dit Kandji Mbungumata. Je crois que c'est ce qu'elle devrait dire. Nous allons prendre cette Kikouni. Okay. Une seule phrase pour Seth Kikouni, en tout cas. Seth Kikouni est né à Kinshasa le 14 décembre 1981. Il est un entrepreneur, homme d'affaires et politique congolais, le plus jeune candidat à la présidentielle de 2018. Il est aussi candidat à cette élection présidentielle qui est programmée en décembre 2023. Un opérateur économique, on sait que Seth Kikouni, c'est un homme d'affaires. Voilà. Donner le Congo à un affairiste ou à un homme d'affaires serait bénéfique. D'après les informations en notre possession, ce sont les affairistes qui ont créé l'État. Okay. Les États ont commencé avec les affairistes, avec les hommes d'affaires. Très bien. Cela voudrait dire que si aujourd'hui on confiait ces grands pays entre les mains de cet homme d'affaires, il peut mieux diriger la République démocratique du Congo. Ouais. C'est le plus jeune candidat à l'élection présidentielle de 2018 et je crois qu'il est aussi le plus jeune candidat à l'élection présidentielle de 2023. Il a la vigueur, n'est-ce pas, dans le sang, il est intelligent. Est-ce qu'il a su s'imposer en République démocratique du Congo? Il a su s'imposer parce qu'avant 2018, on ne connaissait pas Seth Kikouni. Et après, il a postulé, si bien qu'il a perdu l'élection présidentielle. Mais ce n'était pas une façon pour lui de dire que c'est un échec. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de Seth Kikouni, si on compte les grands politiciens, en tout cas, qui sont visibles sur les réseaux sociaux, en tout cas, Kikouni serait les premiers, n'est-ce pas, politicien qui s'est installé, qui a imprimé sa marque sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde numérique, nous sommes dans un monde de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Quand vous vous imposez sur les numériques, en tout cas, même dans la société, vous pouvez aussi vous imposer. Je pense que si aujourd'hui on confiait ces pays entre les mains de Seth Kikouni, ça sera une affaire très, très, très importante, car les pays peuvent décoller, les pays peuvent aller de l'avant, surtout que c'est un jeune. Aujourd'hui, 80%, je dirais 60% de la population de la République démocratique du Congo est jeune. Est-ce que ces jeunes-là vont soutenir ces candidats qui a postulé une fois de plus à l'élection présidentielle? Très bien. Voilà, je dois faire un raccordement fraudulé. En 2018, tout comme en cette année, Marie-Josée Ifoko est la seule candidate femme. Or, il y a plusieurs femmes en République démocratique du Congo. Est-ce que ces femmes-là vont la voter? C'est pour dire qu'on ne s'aime pas. Très bien, comme ça, Seth Kikouni, un homme d'affaires, J'aimerais bien placer un mot de plus sur Seth Kikouni parce que, bon, voilà, Seth Kikouni, il n'est pas pauvre. Je sais. Il n'est pas pauvre, il n'a pas faim. Et quand on lit ce pourquoi il milite, on sent qu'il n'est pas là pour ses intérêts personnels. Il vise l'intérêt de la population tout entière. Ça, c'est sûr. C'est un investisseur, comme on a dit, c'est un homme d'affaires. Si on le mettait à la tête de ce pays, on n'aura pas besoin de 5 ans pour voir l'économie de ce pays. Est-ce que dans cette même logique, vous ne voyez pas qu'on s'en brille pour rien si on a des personnes comme des Seth Kikouni qui n'a pas faim, comme vous venez de le dire, qui a quelque chose à souffrir lui-même, il n'a pas besoin de voler comme ça l'argent de l'État pour vivre. Ça serait bénéfique d'avoir ce genre de personnes au sommet de l'État. Oui, mais le problème, c'est que la plupart de ceux qui sont candidats voient leurs intérêts personnels. Effectivement. Et ils n'ont pas assez de cran, pour reconnaître les capacités de l'autre, se dire qu'il est meilleur, il a plus à donner, que je peux t'avoir, que je lui laisse l'opportunité, la chance de travailler en étant peut-être derrière lui et le soutenir, et ça donnera quelque chose de meilleur. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est essentiellement ça. Exact. Donc pour moi, en tout cas, s'il faut voter, je voterai Seth Kikouni. Vraiment. Seth Kikouni, vous avez déjà... Une voix assurée. Une voix assurée. Bonne gouvernance, leadership, développement. Messieurs là, cravate rouge, Marté et plutôt Mata Tamponio. Ouais. Mata Tamponio, je signale. Kandji Mbungumata, les explications, le détail pour Monsieur Mata Tamponio. Mata Tamponio Mapon est né le 5 juin 1964 à Kindu, en RDC.
Il est un haut fonctionnaire, professeur d'université et homme d'État kino-congolais, Premier ministre du 18 avril 2012 au 20 décembre 2016. De 2003 à 2010, il devient directeur général du Bureau central de coordination BCECO, où il coordonne les financements des bailleurs de fonds destinés à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Le 19 février 2010, il devint ministre des Finances jusqu'en avril 2012. Il est le président du conseil d'administration d'un think tank dénommé Congo Challenge et d'une organisation non gouvernementale, Fondation Mapon, qui finance des œuvres caritatives dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du développement communautaire depuis 2017. D'inflation moyenne annuelle tombe à 3%. Parfois, le taux est en dessous de 1% par an et la croissance économique moyenne annuelle s'élève à 7,7%. Ça, c'est avec Mapon. En 2014, le taux de croissance frôle les deux chiffres, 9,5%. Enfin, Matata Ponyo Mapon consolide la bancarisation de la paye publique et engage des réformes visant la diversification de l'économie, notamment dans le secteur agricole. La RDC est alors citée parmi les pays les plus réformateurs et les économies les plus dynamiques du monde. Elle gagne beaucoup de place dans le classement de l'indice du développement humain publié par le PNUD. Chef de mission en décembre 2018, désigné par le président de la Commission de l'Union africaine pour diriger la mission d'observation des élections législatives du 20 décembre 2018 au Togo. Il a des entretiens avec les différentes parties prenantes, y compris les officiels du gouvernement et ceux chargés des élections, les candidats et partis politiques, les représentants de la société civile et les médias. Il supervise le déploiement des observateurs dans les différentes circonscriptions électorales du pays pour suivre et évaluer le jour du scrutin. Depuis février 2019, il réalise des missions d'accompagnement du gouvernement togolais dans la mise en œuvre, le suivi d'évaluation de la vision. Est-ce que je suis sûre de toujours parler de Matata Ponyo là ? Sûrement. Je n'ai pas la fait avec moi. Sûrement, oui, sûrement. C'est quand même 2-3 pages comme ça. Faut dire que je découvre, hein. On continue. Alors, depuis février 2019, il réalise des missions d'accompagnement du gouvernement togolais dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de sa vision du développement du pays tel que coulé dans le plan national de développement du Togo 2018-2022. Un appui stratégique et technique au gouvernement dans l'implémentation du programme économique et une communication conséquente aux membres du gouvernement sur le leadership et la gestion axée sur les résultats. En octobre 2020, Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, le désigne, donc Matata Ponyo, comme chef de la mission d'observation de l'élection présidentielle Mouya en Guinée. Sa délégation était composée de 25 observateurs, dont les ambassadeurs accrédités auprès de l'Union africaine, des parlementaires panafricains, des responsables des organes de gestion, des élections, des organisations de la société civile et des institutions universitaires africaines. Voilà ce qu'on peut dire de Matata Ponyo. Il faut dire que je découvre carrément son... C'est ça la force du journalisme. Sans faire la mise en bouche, vous faites une très belle lecture. L'âme de la bonne gouvernance, le leadership, le charisme incarné, bien sûr, Matata Ponyo, la cravate rouge, un grand parcours, un monsieur qui a bien géré à un certain moment, comme lui-même, il le prétend. Madame Kandi Mbongo Mata, est-ce que on peut confier le pays à un économiste qui maîtrise l'économie, parce qu'on ne peut pas oublier que le monde ou les États, le développement d'un État dépend de l'économie. Et si on a un économiste au sommet de l'État, c'est une garantie pour la République démocratique du Congo. Vous avez la parole. Alors, je dois déjà reconnaître au départ que Matata Ponyo est un homme très intelligent. Très intelligent. J'ai l'impression que vous avez des candidats tellement intelligents. Oui, ça tombe sur moi. Oui, ils sont presque tous intelligents. Ouais. Ça tombe sur moi. Voilà. Alors, on va reconnaître que Matata Ponyo est très intelligent. Il est tellement intelligent qu'il est dangereux. Ok. Pourquoi ? Parce que tout le temps où il a été, où il a exercé, où il a eu des importants
postes de décision, on a eu du mal à réparer la moindre erreur. Tout ce que les gens pouvaient dire, c'est que il est pingre, il a coincé depuis qu'il est là, il a tellement coincé les choses que l'argent ne circule plus et tout. Mais les vraies raisons, vraiment palpables pour dire ses bavures, ses erreurs, ses fautes, pendant qu'il exerçait, ça n'a jamais été révélé, à moins que moi je puisse me tromper. Donc c'est un voleur professionnel. Voilà, c'est après son départ. Un voleur professionnel. C'est après son départ. Par exemple, jusqu'aujourd'hui, on va prendre le dossier de Bukanga Nonzo, où on parle des milliards, des millions qui ont été détournés. Personne n'a pu s'en rendre compte. On l'accuse d'avoir détourné. Donc il est malin. 80 millions ou 80 milliards? Beaucoup de millions, disons. Pour construire l'université Mapone. Voilà. Il a dit que c'était sur base des prêts bancaires qu'il a construit cette université. Voilà, ces prêts bancaires, il les a eu où? Comment? Autant d'argent qu'on donnerait à sa personne. On va dire ça comme ça, parce qu'il n'a pas pris ses prêts. Si ce sont des prêts bancaires et qu'il a fait ça pour lui, on n'a pas pris ça au nom de l'État, c'était au nom de Matata Ponyo. Très bien. Il pèserait combien? Il pèserait quoi pour qu'on puisse lui octroyer un prêt de près de 80 millions ou même plus de dollars? Très bien. Donc, Matata Ponyo étant extrêmement intelligent et que jusque-là, malgré la justice, personne n'est encore capable de prouver clairement que Matata Ponyo a détourné de l'argent, pour moi, il ne peut pas être à la tête du pouvoir du pays. Le procès Matata est en cours. Je pense que la justice peut prouver que Matata Ponyo a réellement détourné l'argent. Oui, mais après combien de temps? Il a donné du fil à retordre à la justice. Ça veut dire qu'une personne comme ça, il est président de la République. Déclarer Matata Ponyo innocent. Vous êtes mal barré. Vaut mieux tard que jamais. Matata Ponyo, je parlerai. Oui, mais on nous signale déjà là-bas qu'on n'a plus assez de temps, mais... J'aimerais glisser deux petits mots sur Matata Ponyo. Pour avancer, bien sûr. C'est celui qui a instauré la bancarisation. En tout cas. Ce système bancaire a permis à ce que nous puissions mettre fin, n'est-ce pas, ou presque fin au détournement. Là, c'est de 1 de 2. Matata Ponyo, c'est lui qui est à l'auteur de l'ENA, l'École nationale d'administration, qui forme aujourd'hui des grands hommes qui dirigent ce pays. Donc, son passage à la primature a marqué positivement la République démocratique du Congo. Je n'ai pas dit qu'il est saint, il a aussi ses imperfections, telles que détaillées par Mme Kandi Kisalomo Ngomata. Et c'est ce que nous croyons le plus. La bonne gouvernance, une fiction ou une réalité? Ça, c'est une question aussi fondamentale. Nous allons prendre... Marie-Josée Ifoko. Voilà, juste une phrase, Ifoko. Voilà, la présidente, elle est présidente du parti politique Alliance des élites pour un nouveau Congo. Madame Josée Ifoko a déposé sa candidature à la CENI le jeudi 5 octobre pour la course présidentielle de décembre 2023. Elle signe ainsi une nouvelle fois cette grande ambition de diriger ce Congo qui n'a été jusque-là dirigé que par les hommes. Voilà ce qu'on peut dire. Avoir une femme au sommet de l'État, est-ce un danger pour notre pays ou c'est une garantie ou comme ça? Les deux. C'est un danger parce que les femmes sont trop larges. Tu vois, les femmes ont le cœur de Dieu. Une femme a le cœur de Dieu. La femme peut supporter les bêtises de la population, de ses enfants, de son mari. Tu vois, une femme peut attraper son mari dans un cas de fragrance, de l'infidélité, et elle pardonne. Donc, les femmes sont trop larges. Donc, c'est un danger d'avoir une femme à la tête de la République démocratique du Congo parce qu'elle sera maltraitée, malmenée. Surtout avec les comportements des Congolais. Surtout avec les comportements des politiciens congolais, pas des Congolais, des politiciens congolais. Ils vont vraiment la maltraiter. Et de deux, c'est une chance pour notre pays d'avoir une femme, pour la simple raison que la femme, c'est aussi diriger. Hein. La femme dirige d'abord la maison. Et elle dirige son homme, ses enfants et tout ce qui va avec. C'est elle qui est derrière la chef, n'est-ce pas, de la maison. Je pense que pour cette raison-là, elle peut, de ce côté-là, avoir la chance de travailler pour les décollements, les développements de la République démocratique. Mais malheureusement, pour terminer, elle était parmi les candidats qui ont demandé la transition de 3 ans à la tête, tu sais qu'elle dit Félix, et aujourd'hui, elle a postulé à l'élection présidentielle. Elle devrait boycotter les élections présidentielles pour soutenir sa thèse de transition avec Tshisekedi. Très bien. Prenons rapidement l'homme que Dieu a envoyé pour sauver le Congo.
pasteur Ngalassi, en tout cas, si vous avez un homme de Dieu au sommet de l'État, c'est fini. Le Congo deviendra carrément un paradis. Pas du tout. Pasteur Ngalassi, Madame Kandi, est-ce que vous pouvez nous donner, vous pouvez nous faire bien sûr une brève présentation par rapport Responsable de l'église La Louange, Abraham Ngalassi a déposé mercredi 4 octobre sa candidature à la présidentielle de 2023 au bureau de la CENI de Kinshasa. Au sortir de ce bureau, ce pasteur a affirmé avoir été mandaté par Dieu. C'est Dieu qui nous a mandatés pour venir déposer notre candidature. Ok. Vous avez un point de vue à émettre par rapport à la candidature de pasteur Ngalassi? C'est un homme de Dieu. Non comment. Moi j'en ai. Ok. Et qu'est-ce qu'il dit? Ce Dieu qui nous a mandaté de venir déposer notre candidature. C'est-à-dire quoi? Dieu n'échoue pas. Ok. Dieu n'échoue pas. Si le pasteur Ngalassi échoue et ne remporte pas l'élection présidentielle, cela voudrait dire que Dieu ne l'a pas mandaté pour poster l'élection présidentielle. Quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Dieu ne se trompe pas. Quand il a choisi Moïse pour libérer son peuple en Égypte, Moïse a réussi sa mission. Quand on a choisi Josué, tous les hommes de la Bible là, Matthieu, ils ont aussi leur mission. Alors si réellement Dieu a choisi ses pasteurs pour diriger ce pays, il doit être le prochain président. En cas contraire, ça sera du mensonge. En tout cas, nous avons un problème de timing parce que avec les autres candidats, on peut continuer. Oui, bien sûr, on ne saura pas sûrement décrire ou comme ça présenter tous les candidats, mais je rappelle que nous avons 24 candidats à l'élection présidentielle 2023. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux, vous aimez tellement cette émission. Aujourd'hui, c'était important de présenter pour vous le candidat président, bien sûr, le futur président. C'était important en tout cas, restez branchés sur 57.6 iWeb. Retrouvez cette même chaîne sur YouTube, bien sûr, iWeb RDC. Je crois que nous allons continuer avec ces mêmes numéros. Nous allons présenter les candidats en restant dans un prochain numéro. Retrouvons-nous demain à 15h. Au revoir. Au revoir. Press In. Le décryptage de l'actualité vu par iWeb. L'information pour vous et avec vous en toute objectivité et impartialité.